Le progrès arrêté. L'humanité a fait un effort et a fait un pas d'une centaine d'années en arrière. Comment cela s'est-il produit? Êtes-vous prêt à connaître la vérité? Installez-vous confortablement, nous allons commencer. Oui, c'est un kaléidoscope des faits. Les chercheurs de notre équipe internationale continuent de découvrir des pages méconnues de la chronique de l'humanité. Comme vous le verrez, nous avons légèrement modifié le format. Désormais, nous raconterons nos découvertes à travers des films documentaires. Le groupe m'a confié la tâche de vous présenter à vous, chers spectateurs, les résultats de ce travail. Je m'appelle Robert. Vous pouvez m'adresser toutes vos questions sur les matériaux des kaléidoscopes à l'adresse que vous voyez à l'écran en cet instant. Comme auparavant, notre édition paraît le 13 de chaque mois. Aujourd'hui, nous allons percer le mystère du bond en avant que l'humanité a pu faire au début du siècle dernier. Qui a freiné le progrès à l'époque? Comment ne pas répéter aujourd'hui les erreurs du passé, alors que nous nous trouvons sur la ligne d'arrivée? Êtes-vous prêt à connaître la vérité? Alors, c'est parti! Le progrès scientifique et technologique est un processus multifacette qui couvre tous les aspects de la société. Il s'agit avant tout d'un processus de changement qualitatif dans les outils de production, les objets de travail, les technologies de production et de gestion. Il en a toujours été ainsi. Voyons maintenant comment ce processus s'est déroulé au XIXe siècle, quels en ont été les fruits, comment il a atteint son apogée, et pourquoi il s'est finalement arrêté. Dans ces années lointaines, alors que les générateurs électriques n'existaient pas, et que la science n'avait pas encore découvert les principes de la maîtrise de l'électricité, il y avait déjà des tâches pour son application. L'une d'entre elles était l'éclairage des villes. Peu de gens savent que lors du couronnement d'Alexandre Ier, la place de la cathédrale du Kremlin a été illuminée de la manière la plus fantastique qui soit. Naturellement, la photographie à l'époque n'était pas possible. Cette technologie n'apparaîtra que 3 décennies plus tard. C'est grâce au maître du paysage urbain, Fiodor Alexeïev, que les détails de cet événement nous sont parvenus. Fiodor Alexeïev a été le premier maître du paysage urbain dans la peinture russe. Il a beaucoup voyagé et a peint des vues de villes provinciales de Russie, ainsi que de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Il était particulièrement attiré par le rôle de l'architecture dans le paysage urbain. En tant qu'artiste, Fiodor Alexeïev se caractérisait par une grande attention portée aux moindres détails. C'est pourquoi il est aujourd'hui particulièrement intéressant de se pencher sur ses peintures, il s'agit d'une sorte de reflet documentaire de la réalité. Son tableau consacré au couronnement d'Alexandre Ier, le 15 septembre 1801, nous intéresse tout particulièrement. Le tableau n'apparaîtra que 3 décennies plus tard, mais grâce à cette peinture, nous pouvons apprécier l'ampleur du spectacle des Lumières, organisé pour cet événement. Aujourd'hui, nous ne savons pas comment l'illumination du Kremlin a été organisée, à une époque où l'électricité n'était pas encore officiellement connue. En même temps, le tableau ne peut être attribué à la fantaisie de l'artiste, connaissant son amour du détail. Tout devient plus clair à la lecture des mémoires d'Ivan Alexeyevitch Vetorov, fonctionnaire, juge, éducateur et écrivain russe. Toute la cérémonie s'est terminée vers 2 ou 3 heures du matin. Le même jour, dans la soirée, toute la ville a été illuminée. Dans toutes les rues, devant les maisons, il y avait des panneaux avec des bols d'huile allumés, des lanternes multicolores et des tableaux transparents. Toutes les églises étaient également illuminées avec des bols d'huile, et en particulier Ivan le Grand. De la plante de ses pieds jusqu'au sommet de la croix, un scintillement éblouissant de lumière était présenté à la nuit noire. Au-dessus de sa tête se trouvait une couronne de lanternes multicolores. Les murs de la tour et les bâtiments de tout le Kremlin étaient également illuminés. Tout Moscou offrait un spectacle extraordinaire et magnifique. Nous avons roulé longtemps dans les rues,
appréciant le spectacle des différentes illuminations et le mouvement des gens. De nombreuses maisons étaient illuminées du bas en haut du toit par des lampes et des lanternes. En particulier, la maison des Pashkov, avec ses 2 ailes et son jardin, était entièrement en feu. Du haut de son belvédère jusqu'au sommet des ailes, des guirlandes de feu étaient tendues. Dans le Kremlin, il y avait d'innombrables personnes des 2 sexes. Toutes les places du Kremlin représentaient des salles illuminées. En face du palais du Kremlin, de l'autre côté de la rivière Moskova, un immense panneau brûlait. C'était un spectacle merveilleux, la vue depuis des endroits élevés du Kremlin, sur tous les environs de Moscou illuminés. On a toujours pensé qu'au XIXe siècle, les villes étaient éclairées par des lanternes à gaz. Les lampes à gaz étaient également utilisées dans les maisons. C'est du moins ce que l'on pensait. Maintenant, regardez la décoration des structures architecturales de l'époque, en particulier ces vases. Nombreux sont ceux qui pensent qu'ils sont plus qu'une simple décoration. Les partisans de l'histoire officielle qualifient ces vases d'urnes destinés à recevoir les cendres des défunts. Mais les chercheurs alternatifs suggèrent que ces vases sont liés à l'électricité atmosphérique. Selon l'une des versions les plus répandues, les vases contenaient du mercure. Il est intéressant de noter que l'on retrouve exactement les mêmes vases sur des bâtiments historiques dans le monde entier. Il est tout à fait remarquable que le mercure ait joué un rôle important au XIXe siècle. À l'époque, il était utilisé dans certains appareils d'éclairage. L'utilisation du mercure est décrite dans un article de 1888 du magazine scientifique American. Pour faire fonctionner les bouées, balises flottantes, il était courant d'utiliser des lampes à longue durée de vie, des mélanges de phosphore, des illuminateurs électriques et de la peinture luminescente. Mais à ce stade, c'est le mercure qui nous intéresse. Selon une des versions, le principe de fonctionnement de la bouée est basé sur l'électricité qui est générée par la mise en mouvement du mercure dans des tubes de verre disposés en cercle. Les oscillations de la bouée font bouger le mercure dans les tubes et, selon un principe actuellement inconnu, génèrent de l'électricité pour les faire briller. Tout développement de la technique et de la technologie se produit après que la science ait maîtrisé un nouvel horizon de connaissances. Au XIXe siècle, un tel horizon était la théorie des gaz qui a conduit à l'émergence des machines à vapeur et la théorie de l'électricité. La découverte des lois de l'électricité a permis à l'humanité de franchir une nouvelle étape dans son développement. Les villes du début et de la fin du XIXe siècle ont changé fondamentalement. En 100 ans, le mode technologique change complètement, les villes se sont retrouvées enchevêtrées de fils, de rails de tramway et éclairées à l'électricité. Les magazines font de la publicité des machines à vapeur pour produire de l'électricité. Des moteurs électriques de presque toutes les capacités deviennent disponibles. Le téléphone et le télégraphe sont devenus des objets domestiques courants. Bien d'autres choses apparaissent, dont les citadins n'auraient jamais pu imaginer l'existence, tant le progrès technologique a avancé en un seul siècle. Aujourd'hui encore, le tramway électrique est le moyen de transport urbain le plus pratique et le plus répandu. Rapide, fiable, respectueux de l'environnement. Et combien d'histoires intéressantes y sont liées. Savez-vous à quoi ressemblaient les premiers tramways? Et quand sont-ils apparus? Il est amusant de regarder les tramways automoteurs de la fin du XIXe siècle, qui circulent sans fil en haut et sans troisième rail en bas. Ils se conduisent tout seuls et ne soufflent pas de vapeur. Et pourtant, ils le devraient. Car s'il n'y a pas d'électricité, il devrait y avoir de la vapeur et du bois dans une chaudière, ce qui n'est pas le cas. On ne voit pas la fumée, ni la vapeur. Bien sûr, la première chose qui vient à l'esprit est que le courant électrique aurait pu être fourni par des rails. Mais, d'abord, il faut des transformateurs convertisseurs encombrants. Et c'est coûteux,
la majeure partie de l'énergie est tout simplement perdue, même sur une courte distance. Par exemple, dans le métro moderne, des technologies spéciales sont utilisées pour alimenter les rails en tension à l'approche du train. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains tramways disposaient d'un troisième rail d'alimentation au milieu. Et dire que nous utilisons encore ces technologies. Il est impossible de répondre sans ambiguïté, car nous devons prendre en considération différents types de tramways, et il y avait de nombreux types de tramways différents, à 2 étages, et à 1 étage, petits et grands. Mais il y a même des vidéos où, pour une raison ou une autre, les tramways circulent sans chevaux, sans fil, sans même ces collecteurs de courant, oui, comme nos tramways avaient l'habitude de circuler et comme ils le font maintenant. Il y a nécessairement des fils. Il y a beaucoup d'incohérences dans la manière dont ils se déplacent. Comment font-ils? Avec quoi se déplacent-ils? Et en même temps, il y a des photos où les collecteurs de courant sont déjà présents, où d'autres poteaux ont été installés, et où des fils ont été tirés. En d'autres termes, il y a eu des types de tramways radicalement différents. Maintenant, nous savons qu'il n'existe qu'un type de tram avec des fils, et qu'il y a nécessairement ce mât qui se connecte au réseau électrique, n'est-ce pas? Alors, nous constatons pour une raison ou pour une autre, qu'il n'y a pas de réseau électrique, en tant que tel. Là encore, nous nous souvenons de nos capacités en matière d'ingénierie énergétique au XIXe siècle, à savoir qu'elles étaient étendues et essentiellement sans fil. Par conséquent, si des générateurs éthériques se trouvaient sur des tramways, sur des toits, oui, des mini-dômes, ils pouvaient agir, et, je pense, s'il y avait suffisamment de puissance d'un tel générateur, ils pouvaient agir indépendamment, comme des sources autonomes, où ils pouvaient être connectés au réseau d'électricité sans fil, par exemple, avec ces poteaux, qui transmettaient. Et il y avait beaucoup d'énergie, autant que vous voulez, c'est-à-dire qu'un vaste champ était créé. Naturellement, oui, ils étaient alimentés à partir de là s'il n'y avait pas assez d'alimentation, c'est mon opinion personnelle, et c'est pourquoi ils pouvaient se déplacer. Et, par exemple, il y a un tel moment, quand le générateur Tesla fonctionne, et on branche, selon un certain schéma, juste un petit moteur, oui, avec une sorte de boucle de cuivre, eh bien, je ne vais pas expliquer là maintenant, il faudrait un certain schéma simple, et savoir combien de tours faut-il faire, et simplement l'ajuster, pour ainsi dire, à cette fréquence de résonance, oui, là il est nécessaire de faire en sorte de conduire, de charger, alors le moteur fonctionnera, il tournera. Voilà. C'est pourquoi il existait différents types de tramways. Une vidéo montre d'ailleurs comment un tramway est chargé d'eau. Il devait y avoir d'autres technologies, comme des moteurs à eau. Qui sait? Si les voitures électriques existaient déjà au XIXe siècle, en comparaison, au début du XXe siècle, il y a eu une production en série de voitures électriques, mais ici, il y a déjà eu, apparemment, un système pour recharger des batteries avec les accus. Il s'avère donc qu'à un moment donné, il y avait plusieurs technologies à la fois, ce qui était bien en principe, il y avait un grand choix, mais pour une raison quelconque, nous voyons aussi à cette époque une période de traction hippomobile. C'est ce qui est étonnant. C'est comme si... Il arrive même que sur une photo et même sur une vidéo, on voit un tramway qui se déplace tout seul, sans perche, sans antenne, et puis au même instant, on voit quelque chose se déplacer en traction hippomobile. Apparemment, il y a eu une telle période, peut-être une période de transition, peut-être que quelque chose est tombé en panne et a cessé de fonctionner, peut-être qu'il était en train d'être détruit, au contraire. Il existe une telle version. Et pour une raison quelconque, on a utilisé des chevaux pendant un certain temps. Pauvres chevaux, comme c'était dur pour eux là-bas. Voilà. Mais l'essence elle-même est celle-ci. Construire un réseau de voies ferrées pour le tramway, construire toute cette communication, n'est-ce pas, et y mettre des chevaux, eh bien, cela semble, encore une fois, un peu absurde, même un peu délirant, n'êtes-vous pas d'accord? Pourquoi? On pouvait ne pas le faire. On pouvait simplement monter sur des charrettes tirées par des chevaux, des calèches tirées par des chevaux.
Pourquoi utiliser de pauvres chevaux? Il y a même une vidéo d'un tramway à 2 étages. Comment? Il va se fatiguer. Et pourquoi? Ce n'est pas clair, vous savez. Mais ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, c'est qu'il y avait probablement plusieurs types de technologies et même des moteurs, beaucoup de moteurs électriques. Donc, il se trouve que l'industrie était développée dans ce domaine. Voilà. Il est étonnant qu'à l'époque, cette partie de l'ingénierie électrique ait été si largement développée et qu'elle ait été absolument diversifiée. Il y a eu de nombreux miracles dans le domaine des tramways au cours de ces années, par exemple, le tramway pneumatique, le tramway diesel, le tramway à batterie. Le tramway sur l'eau, Daddy Long Leg, n'avait pas d'analogue. C'était quelque chose entre le tramway, le ferry et le bateau. Les merveilles pneumatiques automobiles sont également dignes d'intérêt. Il s'agit notamment de la voiture 100 chevaux silencieuse Audley, qui pouvait atteindre une vitesse maximale de 24 km/h et parcourir une distance de pas moins de 20 miles. À cette époque, au tournant du siècle, le développement de la technologie pneumatique prenait des directions différentes. Depuis lors, un autre miracle de la pensée technique a survécu, les ascenseurs pneumatiques verticaux. Ils fonctionnaient selon le même principe, qui nous est présenté aujourd'hui, comme la base du fonctionnement des ascenseurs du futur. Les ascenseurs d'il y a un siècle étaient si bien faits que, par exemple, à Saint-Pétersbourg, ils sont toujours en service. Aujourd'hui encore, le courrier pneumatique est utilisé. Par exemple, dans les banques et les laboratoires pour la transmission de documents et d'échantillons. Malgré les progrès technologiques rapides dont on nous rabat les oreilles, nous utilisons encore des inventions qui ont vu le jour il y a 100 ans. Contrairement aux lois du progrès, nous sommes toujours obligés de transférer des marchandises à l'ancienne, alors que nous aurions dû apprendre d'autres technologies depuis longtemps. Le chemin de fer suspendu de Wuppertal, qui n'a pas d'équivalent dans le monde, est un exemple de la façon dont les technologies du passé sont encore utilisées aujourd'hui. Il a été construit et mis en service en 1902, et il fonctionne toujours, soulageant le trafic de la ville. De telles vidéos donnent le sentiment que nous vivons dans une réalité parallèle inconnue, parallèle à la branche de développement que nous aurions dû suivre. En ce qui concerne le transport automobile moderne, les voitures sont certes devenues plus puissantes, plus confortables et plus intelligentes, mais il n'y a pas eu de changement radical. Nous utilisons toujours le moteur à combustion interne, et l'air des villes continue d'être impitoyablement empoisonné par les gaz d'échappement. Pourquoi pensez-vous que nous sommes passés au transport motorisé? Un exemple typique de dissimulation de la technologie est la campagne lancée par General Motors pour détruire les tramways et les remplacer par des véhicules à moteur. Dans les années 1920, les ventes de voitures de General Motors ont commencé à chuter. Alfred Sloan, vice-président de l'entreprise, a conclu que le marché automobile était sursaturé et que tous ceux qui voulaient acheter une voiture personnelle l'avaient déjà fait. Il est donc devenu impossible de poursuivre le développement du marché. Il prend alors une décision stratégique, dans l'esprit de l'approche capitaliste, détruire le tramway électrique, qui était devenu le principal obstacle au développement du marché de l'automobile. Aux États-Unis, au début du XXe siècle, pratiquement toutes les agglomérations, de plus de 2500 habitants, disposaient de leur propre réseau routier électrique. En outre, des lignes de tramway reliaient même un grand nombre de villes entre elles. C'était le moyen de transport préféré et peu coûteux des Américains. Il est étonnant de constater que le plus long parcours ininterrompu s'étendait sur plus de 1,5 millier de kilomètres. On pourrait même dire qu'il était possible de filer plus vite que le vent avec un tramway, car la vitesse moyenne des trains interurbains était de 130 km/h. Pendant un certain temps, les entreprises de tramway et les géants de l'automobile ont réussi à coexister et à se développer normalement. Mais General Motors a organisé toute une campagne pour détruire les véhicules électriques.
C'est ce que montre le rapport de 1974 du conseiller du Sénat américain Bradford Snell, qui cite des preuves selon lesquelles, de 1936 à 1950, General Motors, en collaboration avec Firestone Tire, Standard Oil of California et Phillips Petroleum, a créé des holdings de substitution par l'intermédiaire desquels il a acheté des lignes de tramway et les a ensuite liquidées. Des menaces directes, le chantage, la tromperie et la corruption de fonctionnaires ont été utilisés, ainsi que de nombreux contacts de gestion dans les cercles dirigeants et bancaires. Suite à ce sabotage monopolistique, les tramways ont été remplacés presque partout par des autobus lents et fumants. Le fabricant de ces bus était ce même General Motors. Les horaires incommodes, les salons exigus et étouffants, ont contraint les citoyens solvables à acheter des voitures personnelles. La société n'a été condamnée qu'à une amende de 5 000 $ pour violation de la législation anti-monopole, et chacun des dirigeants des sociétés écrans a été condamné à une amende de 1 $. Très rapidement, les tramways ont disparu de presque toutes les villes. Les actions d'Alfred Sloan ont contribué au développement de l'entreprise et ont fait de lui un héros. Il a même fait la couverture du magazine Time en 1926. Mais était-il un héros en termes de progrès technologique? Et c'est là qu'il convient de s'interroger, pourquoi le progrès s'est-il arrêté? Qu'est-ce qu'il a arrêté ou qui l'a arrêté? Au cours de nos recherches, il s'est avéré que depuis le tout début de l'histoire connue, il existe une remarquable cyclicité d'événements sur une période d'environ 100 ans. Prenons l'exemple de 1918. Pendant la Première Guerre mondiale, une épidémie d'une mystérieuse grippe, appelée la grippe espagnole, a tué environ 100 millions de personnes. Elle a été suivie d'une famine massive. Le résultat de la guerre a été la redistribution des territoires et la liquidation de 4 empires, allemands, russes, austro-hongrois et ottomans. À toutes les époques, c'est le même schéma, élaboré dans le format de consommation de la société, épidémie, guerre, famine, qui fonctionne. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Au cours des 70 dernières années, aucune découverte fondamentale n'a été faite dans le domaine des sciences naturelles. Les raisons en sont multiples, mais la principale réside dans le développement intensif d'une société de consommation. Vous pensez peut-être le contraire, mais regardons comment cela s'est produit. Qu'avez-vous entendu, par exemple, sur les expositions universelles du XIXe siècle? Elles ont été nombreuses et se sont déroulées à différentes époques et dans différents pays. Nous n'en examinerons que quelques-unes. En 1889, l'exposition universelle se tient à Paris. C'est la célèbre tour Eiffel qui faisait office de l'arche d'entrée sur le territoire de l'exposition. Elle devait être démontée à la fin de l'exposition. Il se trouve qu'habituellement, après la fin de l'exposition, les objets exposés étaient démontés. Cependant, la tour Eiffel est restée debout jusqu'à aujourd'hui et constitue une carte de visite de Paris. Les architectes des pavillons, soucieux de se projeter dans l'avenir, rivalisent d'utopie dans leurs projets. La galerie des voitures, longue de 111 mètres, qui était à l'époque le plus grand espace intérieur du monde, a fait sensation. Elle a été construite en fer soudé et non en acier moulé comme prévu à l'origine. Cela a déclenché un débat animé sur les propriétés pratiques et artistiques de ces matériaux. La presse a qualifié l'énergie électrique de reine de cette exposition. En outre, un grand nombre d'objets intéressants ont été exposés, des machines textiles et des machines à vapeur, la voiture de Daimler et la voiture de Benz. Pour la première fois, le public a pu découvrir un photomaton en état de marche. Un chemin de fer spécial long de 3 km a été construit pour soutenir l'exposition. L'une des plus grandes expositions de l'histoire est l'exposition colombienne universelle, World's Columbian Exposition, qui s'est tenue à Chicago en 1893.
Près de 200 bâtiments magnifiques ont été construits sur 600 acres, sur les rives marécageuses du lac Michigan en préparation de l'exposition. Le bois traité avec un enduit spécial de couleur blanche a été utilisé pour la construction. En outre, 19 pavillons nationaux ont été érigés, 24 pavillons symbolisant les États américains, et des canaux et des lagunes ont été créés. Un chemin de fer surélevé, des trottoirs roulants, des fontaines lumineuses, une roue à balancier géante, une montagne de glace, toute une rue des plaisirs avec des théâtres, des ménageries et des bazars ont été aménagés. L'exposition a été un grand succès. En 6 mois, elle a été visitée par 27 millions de personnes. Si l'emblème de l'Expo de Paris était la Tour Eiffel, l'emblème de cette expo était la Grande Roue. Elle mesurait 80,4 mètres de haut et 75 mètres de diamètre. L'axe principal auquel la roue était attachée pesait 70 tonnes et était, à l'époque, la plus grande pièce de fer forgée de l'histoire de l'humanité. L'énorme machine en acier a été construite pour l'ouverture de l'exposition. Elle pesait environ 2000 tonnes et était entraînée par 2 machines à vapeur d'une puissance de 1000 chevaux chacune. 36 cabines étaient attachées à la jante, chacune d'entre elles comportant 20 places assises et 40 places debout. En un seul tour, qui pouvait durer jusqu'à 20 minutes, 2160 passagers pouvaient jouir d'une vue sur les environs de l'exposition. L'attraction principale de l'exposition était plus haute que n'importe quel gratte-ciel du XIXe siècle. Grâce aux efforts de Nikola Tesla et de George Westinghouse, 200 000 ampoules électriques ont pris vie à l'exposition universelle de Chicago le jour de l'ouverture, le 1er mai 1893. Un autre objet intéressant est le télescope York, long de 20 mètres et pesant 70 tonnes. Il était si précisément équilibré qu'il pouvait être déplacé d'une simple pression de l'index. Il s'agissait du plus grand télescope de l'époque, spécialement conçu pour l'exposition universelle. L'un des témoignages uniques des progrès réalisés dans l'art de la soudure, c'était une pièce d'exposition appelée « Le verre de Slavianov », du nom de son inventeur, l'ingénieur Nikolaï Gavrilovitch Slavianov. Elle a été soudée à partir de 8 métaux ferreux et non ferreux, jusqu'alors considérés comme inalliables: bronze, nickel, acier, cuivre, fonte, bronze de cloche, tompac et maillechort. Ainsi, l'exposition a montré la possibilité de joindre l'ensemble de la gamme de métaux techniques de l'époque. Le verre de Slavianov a suscité l'admiration des visiteurs de l'exposition, et reste l'un des témoignages les plus convaincants des plus hautes qualifications de Slavianov en tant que scientifique, et en tant que métallurgiste praticien. Slavianov a reçu la médaille pour la révolution scientifique et technique. C'est sa méthode qui est au cœur de toute la production moderne de soudage. L'infrastructure, et toutes les pièces d'exposition de l'exposition colombienne, exigeaient beaucoup d'énergie. Les moteurs à vapeur qui faisaient partie des stations électriques qui alimentaient l'exposition étaient très intéressants pour les spécialistes. Ensemble, ils développaient au moins 25 000 chevaux, et la puissance totale des machines dynamo atteignait 15 000 kW. Outre l'éclairage électrique de l'exposition, les centrales alimentaient le chemin de fer souterrain, les trottoirs mouvants, les canaux électriques, les fontaines lumineuses, et bien d'autres. Elles fournissaient des services télégraphiques et téléphoniques. Une autre exposition universelle a eu lieu en France à Paris du 15 avril au 12 novembre 1900. Le symbole de l'exposition a été le passage du XIXe siècle au nouveau XXe siècle. En 7 mois, plus de 50 millions de personnes ont visité l'exposition, record mondial de l'époque. Au bout des siècles, l'électricité s'était déjà annoncée avec assurance. L'énorme augmentation des moyens de communication,
les bateaux à vapeur océanique, les chemins de fer, les télégraphes électriques ouverts en 1869 ont créé pour la première fois des relations de marché vraiment mondiales. Et en Russie, après l'abolition du servage, en 1861, il y a eu un boom industriel. Dimitri Ivanovitch Mendeleïev, vice-président du jury international, a également participé activement aux travaux de l'exposition. L'une des pièces les plus intéressantes de l'exposition était le trottoir roulant, appelé « rue du futur ». Il était propulsé par des moteurs électriques et était divisé en 3 plateformes, dont l'une était fixe et les 2 autres se déplaçaient. La première était moins rapide et se déplaçait à 4 km/h. Et l'autre se déplaçait à 8 km/h. Le trottoir traversait toute l'exposition, était long de 3,5 km et avait 9 stations. On disait que ces trottoirs fonctionneraient bientôt partout, mais nous les attendons toujours. Aujourd'hui, des pistes similaires existent dans les aéroports, les supermarchés sont appelés travlators, mais à leur échelle, ils n'atteignent pas le niveau des trottoirs de l'époque. En outre, les trottoirs roulants étaient à l'extérieur, contrairement aux travlators modernes. Il y a seulement 100 ans, le concept que nous ne voyons que dans les films fantastiques a été mis en œuvre avec succès et utilisé quotidiennement, avec une charge maximale de 70 000 personnes à l'heure de pointe. Maintenant, ce mécanisme va coûter bien cher, l'électricité a un peu augmenté, pas les terres. Lors de la même exposition mondiale, l'Allemand Rudolf Diesel a présenté un moteur diesel fonctionnant à l'huile de colza. Le sort de Rudolf Diesel est intéressant. Il a obtenu un brevet pour sa nouvelle invention, un moteur basé sur l'autocombustion du mélange qui développe le plus d'efficacité parmi les moteurs à piston, atteignant 50%. Mais la découverte sensationnelle ne lui a apporté ni l'argent ni la gloire. Les processus de brevet sans fin ont épuisé Rudolf et privé de ses dernières économies, et la tentative de commencer une coopération avec l'Angleterre lui a coûté la vie. Le 30 septembre 1913, Diesel a pris le ferry à Anvers. Malgré ses problèmes financiers, il était d'excellente humeur, plaisantait avec ses amis et parlait volontiers de son invention à ses compagnons de voyage. Il est ensuite allé dans sa cabine, a demandé au steward de le réveiller le matin et il a disparu. Les circonstances de la mort de Rudolf Diesel resteront un autre mystère de l'histoire. Mais son nom est resté pour toujours dans le nom de son invention, le moteur diesel. Maintenant, revenons à l'exposition universelle. Le mathématicien serbe Michelo Petrović a reçu une médaille d'or pour l'invention présentée de l'intégrateur hydraulique, machine de calcul analogique. Imaginez juste, il y a plus de 120 ans, la machine informatique existait déjà. En outre, lors de l'exposition au Palais des Illusions, c'est le télescope à lentilles qui a été au centre de l'attention. Sa caractéristique remarquable était le diamètre de l'objectif de 1,25 m. Ce télescope était le plus grand de tous les instruments à lentilles créés à l'époque. Le tube du télescope était de 60 mètres de long et de 1,5 m de diamètre. Aujourd'hui, il reste le plus grand télescope à lentilles jamais construit. En étudiant les photographies du XIXe siècle, on ne peut s'empêcher de conclure que l'humanité a pris un mauvais virage. Ou qu'elle a été déroutée. Les expositions universelles du XIXe siècle ont été l'événement le plus marquant de cette époque et ont eu une forte influence sur le développement technologique et culturel de la société. Ces expositions ont commencé à être organisées en 1851. Leur objectif était d'unir les efforts de l'humanité dans un mouvement vers la paix, la création et un avenir progressif. À l'époque, il semblait que dans une centaine d'années, les humains allaient conquérir d'autres planètes et être capables de voler vers des étoiles et des galaxies lointaines. Mais est-ce le cas aujourd'hui? Avons-nous voyagé vers des étoiles lointaines? Qu'est-ce qui a mal tourné?
Découvrons-le ensemble. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, la vague du libéralisme a entraîné en Europe une augmentation rapide du nombre d'intellectuels. En leur sein, la concurrence pour une place au soleil s'intensifie fortement. La ferveur révolutionnaire de jeunes scientifiques ambitieux et sans scrupules, enivrés par leur érudition rapide, et le désir de devenir célèbre à tout prix, a paralysé non seulement les représentants du cercle des scientifiques responsables et honnêtes, mais aussi la communauté scientifique dans son ensemble. Ainsi, au début du XXe siècle, la mode des disputes scientifiques a vu apparaître à la place de la méthode de persuasion, la méthode de suppression totale des opposants au moyen de la violence mentale, physique et morale sur eux. En conséquence, les soi-disant intellectuels éclairés ont en fait remplacé de manière violente la véritable orientation scientifique par un relativisme enragé, donnant à la science la forme de la théorie de la relativité générale. Ou plutôt, d'un cynisme scientifique. Tout cela est dans la meilleure tradition du formatage de la société de consommation. Le relativisme, du latin relativus, relatif, est une doctrine philosophique qui affirme que toute connaissance est relative, et qu'il n'existe pas de vérité absolue, mais seulement des vérités auxquelles croient des individus ou des cultures spécifiques. C'est le point de vue selon lequel la vérité et la fausseté, le bien et le mal, les normes de raisonnement et les procédures de justification sont le produit de conventions et de cadres d'évaluation différents, et que leur autorité est limitée au contexte qui les a fait naître. Un synonyme du mot « relativisme » est la relativité. C'est alors qu'un jeune physicien, Albert Einstein, employé d'un certain office des brevets, citoyen suisse, apparaît à l'horizon du milieu scientifique. Il semble que l'on sache tout sur Einstein. On peut dire que la célébrité qu'il a connue tout au long de sa vie est sans précédent pour un homme de science de l'époque. Mais que savons-nous de ce scientifique popularisé du XXe siècle? Dans l'enfance et la jeunesse d'Albert, rien ne laissait présager son génie. Selon les récits de ses contemporains, le scientifique avait du mal à entrer en contact avec les autres. Il étudiait mal à l'école, exprimait mal ses pensées. En raison de sa réticence à communiquer avec les autres, Einstein ne peut pas travailler. De plus, il déteste qu'on le touche. Dans son livre « Thinking with Pictures », la scientifique Temple Grandin affirme que le génie d'Einstein était le résultat de traits autistiques, puisqu'il n'a pas parlé avant l'âge de 3 ans. On sait dans les milieux scientifiques qu'Einstein n'a pas créé sa propre école scientifique, qu'il n'a pas donné de cours à des étudiants, qu'il n'a pas eu d'étudiants de 3e cycle. On sait d'après des documents d'archives qu'après l'élection d'Einstein à l'Académie des sciences de Berlin, il y a travaillé les premières années non pas en tant que spécialiste de la physique théorique, mais plutôt en tant qu'expert des problèmes de l'ingénierie aéronautique, compte tenu, apparemment, de son expérience dans l'Office des brevets. Travaillant depuis 1902 à l'Office des brevets de Berne, Einstein a reçu un grand nombre d'informations scientifiques nouvelles et pertinentes, a accumulé et utilisé les connaissances avancées d'autres scientifiques. En 1905, il crée sa théorie de la relativité, mais il ne l'a pas créée à partir de rien. Il a repris les idées de base du physicien français Poincaré et emprunté l'appareil mathématique à Lorentz. Dans son travail, Einstein n'a pas fait la moindre référence, faisant ainsi passer les découvertes d'autres personnes pour les siennes. Poincaré rencontra un jour Einstein et l'accusa de plagiat et de scientifique malhonnête. Un peu plus tôt, en 1897, le premier congrès sioniste s'est tenu à Bâle, qui avait un besoin urgent de lever une bannière. Il fallait créer et gonfler le culte d'une personnalité brillante, un génie de tous les temps et d'une seule nation. Einstein convenait parfaitement à ce rôle,
dans lequel ils ont investi de l'argent et promu son nom à des sommets sans précédent. C'est ainsi qu'en 1905, Einstein, âgé de 26 ans, affirme que l'éther n'existe pas par principe et présente au monde sa théorie de la relativité. Les disciples d'Einstein ont pris une position dominante dans la science. Il est révélateur que toute expérience en faveur de l'éther ou réfutant la théorie de la relativité ont été et sont toujours fermement rejetées par cette école académique. C'est en 1905 qu'une destruction délibérée de la théorie de l'éther a commencé dans la science. Suite à une conspiration secrète des industriels et des magnats du monde entier, un certain nombre de figures sont nommées d'urgence à l'Olympe scientifique de notoriété et d'importance mondiale. Elles commencent à être promues dans le monde entier et, à leur tour, elles commencent à substituer les notions relatives à l'éther et à orienter la physique dans une autre direction de recherche. Publiant ses travaux sur les courants scientifiques d'actualité de l'époque, Einstein commence à ébaucher la théorie de la relativité. Il parvient à détourner habilement la vision scientifique du monde. Ses mécènes s'empressent de vulgariser et de présenter ses travaux comme des théories indépendantes. Dans ses travaux scientifiques sur l'étude de la cinématique, le concept d'éther est complètement aboli, comme inutile. Un bouleversement s'opère alors dans le monde scientifique. Les scientifiques sont habilement montés les uns contre les autres, empêchés de parvenir à une opinion commune. Et voici qu'en 1920, lors du congrès de l'Union des naturalistes et médecins allemands, qui s'est tenu en Allemagne, la science a officiellement aboli le concept même d'éther. Tous ces faits montrent qu'il y a eu un sabotage dans la science, empêchant la découverte de l'énergie libre et gratuite de l'éther pour toute l'humanité. Savez-vous pourquoi Einstein a reçu le prix Nobel? Il serait logique de penser que c'est pour sa théorie de la relativité. Mais non. De nombreux scientifiques du comité Nobel se sont rendus compte qu'il n'y avait pas en fait de quoi décerner un prix, surtout que tout le monde se souvenait de l'histoire scandaleuse de son lobbying. Une année entière avant l'attribution du prix, des débats acharnés ont eu lieu, et les organisateurs ont finalement opté pour une astuce. En 1922, Einstein reçoit le prix pour ses travaux sur l'effet photoélectrique, alors qu'il n'a rien à voir avec cette découverte. Cependant, Alexandre Grigorievitch Stoletov, qui a découvert l'effet photoélectrique en premier et qui en a décrit les 3 lois, ne pouvait pas protester. Il est mort depuis longtemps. Il est révélateur qu'Einstein lui-même n'ait pas assisté à la cérémonie de remise du prix. Les véritables objectifs des créateurs de la célébrité scientifique mondiale sont apparus plus tard, lorsque toutes les recherches sur l'éther ont été interrompues. Parallèlement, depuis le milieu du XXe siècle, les médias ont commencé à discréditer à grande échelle l'éther en tant que l'un des concepts fondamentaux de la physique théorique. Les physiciens qui ne faisaient que mentionner l'éther dans une conversation avec des collègues étaient inconditionnellement qualifiés de faux scientifiques, même s'ils avaient 1000 fois raison dans leurs conclusions. À partir de ce moment-là, la théorie de la relativité est devenue la norme d'exactitude de toutes les autres théories. Elles ne doivent en aucun cas contredire la théorie d'Einstein. Le resserrement des écrous a atteint l'absurdité en 1964. En URSS, un décret spécial de l'Académie des sciences est émis. Toute critique de la théorie de la relativité d'Einstein est assimilée à l'invention d'une machine à mouvement perpétuel,
il faut expliquer leurs illusions aux auteurs, et dans la presse, la critique de la théorie de la relativité n'est pas autorisée. Parce que c'est anti-scientifique. Un détail révélateur de toute cette histoire est le fait que le manuscrit de l'ouvrage principal de la théorie spéciale de la relativité, sur l'électrodynamique des corps en mouvement, a été perdu immédiatement après sa publication. N'a-t-il pas été perdu parce qu'il contenait également la signature de la femme d'Einstein? On dit, non sans raison, que la théorie de la relativité a été écrite par la première femme d'Einstein, Mileva Marić. Un aphorisme dit, derrière les hommes brillants, il y a des femmes brillantes. L'académicien soviétique Iov se souvenait qu'il avait personnellement vu les articles originaux de 1905, où figuraient deux noms, Mileva et Albert, mais les originaux, comme d'habitude, n'ont pas survécu, et Mileva n'a rien pu prouver, et n'a pas vraiment essayé. L'histoire de Mileva Marić Einstein est restée cachée, jusqu'à ce que les arrière-petits-enfants d'Einstein rendent publique une collection de lettres d'amour entre elle et le grand physicien. Cette correspondance nous apprend qu'Einstein a posé à sa future épouse un certain nombre de conditions tout à fait humiliantes. L'une d'entre elles consistait à effectuer pour lui des calculs scientifiques. Mais l'amour est aveugle et Mileva, amoureuse d'Albert, l'épouse. Et pourtant, en 1919, ils divorcent. Les documents relatifs à la procédure de divorce d'Einstein et de Marić sont aujourd'hui conservés en Israël et sont classés. Des témoins du divorce ont rappelé que des faits très désagréables avaient été évoqués au cours de la procédure, notamment des abus physiques répétés de la part d'Einstein. Voici à quoi ressemble la version intégrale de la photo la plus reconnaissable d'Albert Einstein, devenu le symbole du génie qui s'est profité de la vie, et l'histoire de son apparition, le symbole de la chance du journaliste. Einstein lui-même aimait cette photo. Il l'a recadrée pour obtenir la tête de professeur qui est désormais familière, puis l'a envoyée à ses amis sous la forme d'une carte postale. À l'un d'entre eux, il écrit « Vous aimerez ce geste car il s'adresse à toute l'humanité. » Voici à quoi pourrait ressembler une centrale électrique qui couvrirait les besoins en énergie de votre maison. Cette centrale vous permettrait de chauffer toute l'année la serre de votre jardin potager, d'éclairer, et de chauffer votre logement à tout moment de la journée et de la saison. Elle aurait pu être une source de chaleur et de lumière dans une tente touristique ou géologique. Bien sûr, elle pourrait remplacer le moteur à essence ou diesel des voitures. Vous n'auriez plus besoin de vous arrêter dans les stations-service. Cette centrale a été créée par l'inventeur moscovite Yevgeny Papouchin, ingénieur en mécanique, diplômé de l'Université technique d'État de Moscou-Bauman et académicien de l'Institut aéronautique de Moscou. De plus, Papouchin dispose d'une version de la machine qui remplace le moteur à réaction. Cela ouvre des perspectives véritablement cosmiques, car l'un des principaux problèmes de la cosmonautique moderne est le coût incroyable de l'acheminement du carburant des fusées vers l'orbite et sa consommation rapide en vol. Les nombreuses tentatives de l'inventeur de faire appel aux structures de l'État n'ont abouti à rien. Sa première installation a été volée, la deuxième a été détruite, et le financement de la troisième a été gelé. D'après l'expérience d'autres scientifiques, on peut dire que Papouchin s'en est tiré à bon compte. Nombre de ceux qui ont tenté de résister aux dogmes scientifiques imposés et qui ont simplement défendu leurs droits à un point de vue différent ont parfois dû payer le prix fort. Le prix de leur vie. Victimes de la révolution scientifique et technologique.
Un Portugais, John Andrew, a inventé un carburant pour le moteur à combustion interne en ajoutant quelques gouttes de produits chimiques simples et bon marché à un seau d'eau ordinaire. Ce carburant a été testé par une commission gouvernementale spéciale sur une voiture effectuant un aller-retour entre New York et Washington. Par la suite, l'un des plus grands monopoles pétroliers des États-Unis a acheté à John, pour 2 millions de dollars, la documentation et les droits relatifs à cette invention, et les a cachés, enterrés, dans ses coffres-forts. Andrew lui-même a disparu sans laisser de traces 2 jours après avoir reçu l'argent. La crédibilité de l'invention de ce carburant à l'eau a été confirmée par un certain nombre de publications. En Russie, le scientifique russe Mikhail Filippov travaille sur le problème de la transmission d'énergie sans fil. Il travaille depuis plusieurs années sur une installation de transmission d'électricité par voie aérienne. Ainsi, alors qu'il se trouvait à Saint-Pétersbourg, il a pu allumer un lustrat Tsarskoye Selo à une distance de 30 km. Mikhail Mikhailovitch était un scientifique universel unique, docteur en mathématiques, en physique, en chimie, en philosophie. Au cours de l'été 1903, il a été retrouvé mort dans son laboratoire personnel. Les documents et les instruments de Filippov ont été saisis et sont considérés comme perdus. Nikola Tesla, l'un des premiers scientifiques à avoir été nommé pour le prix Nobel, n'a pas pu éviter de perdre l'œuvre de sa vie. À la suggestion de Morgan, le mécène de Tesla, toutes les installations et le terrain d'expérimentation de Wardenclyffe Tower Salon Island ont été détruites, parce qu'il avait compris que si on leur donnait une issue, l'humanité n'aurait plus jamais besoin de combustibles fossiles. C'est ainsi que depuis lors, le monde est à la recherche d'énergie. Dans les années 1960, Stanley Meyer a inventé et breveté un dispositif capable de produire de l'énergie à partir de l'eau, plutôt qu'à partir du pétrole. Meyer l'a appelé la pile à combustible à eau. Au milieu des années 70, le prix du pétrole brut a triplé sur le marché mondial, et les prix du pétrole aux États-Unis augmentaient chaque jour. Pour des magnats du pétrole, perdre le marché du pétrole à cause de l'invention de Meyer signifiait un désastre. En conséquence, il subit la pression du gouvernement, il est accusé de fraude et ostracisé. Le 20 mars 1998, Meyer rencontre 2 investisseurs belges. La rencontre a lieu au restaurant Cracker Barrel, où se trouve également Stephen Meyer, le frère de Meyer. Ils étaient tous en train de manger des toasts à table, quand soudain Meyer est sorti en courant, et en se tenant la gorge. Il n'a eu que le temps de dire à son frère qu'il avait été empoisonné. Dans l'histoire suivante, nous voulions vous parler de Jean Marsolles, l'inventeur français, mais malheureusement, les pourvoyeurs de la science ont fait un excellent travail. Il ne reste plus une seule photo de Marsolles dans le domaine public. Et il est nécessaire de parler de lui, car cette histoire est révélatrice de ce que le format de consommation fait à ceux qui se mettent en travers de son chemin. Jean Marsolles a breveté son moteur moléculaire à combustion interne dans les années 1950. Il fonctionnait à l'eau, au zinc et à l'antimoine. Il s'agissait essentiellement d'un moteur à hydrogène dans lequel un mélange d'hydrogène et d'oxygène était produit par la décomposition catalytique de l'eau. Les travaux de l'inventeur sur le moteur ont été interrompus sous la pression des monopoles pétroliers transnationaux. En effet, si les moteurs des voitures fonctionnaient à l'eau, au lieu de l'essence et du diesel, les monopoles perdraient leur activité bien établie et leurs énormes profits. Immédiatement après avoir déposé une demande de brevet pour un moteur moléculaire, Jean Marsolles, sa femme, sa belle-mère et ses 4 enfants sont tués dans un accident de voiture. La même nuit, un incendie soudain se déclare dans son laboratoire, détruisant tout. 7 gardiens meurent. 3 jours plus tard, la première femme de Marsolles est tuée par un train électrique, et peu après, le père de l'inventeur meurt subitement. Les restes des manuscrits et des documents sont saisis par les enquêteurs militaires.
Le sort du personnel du laboratoire est inconnu. En 1972, Richard Clem, du Texas, aux États-Unis, travaille sur un équipement de pulvérisation et de pompage d'asphalte liquide. Il a remarqué que la pompe à cône d'asphalte continuait à fonctionner jusqu'à 30 minutes après la coupure de l'alimentation électrique. Cette découverte l'a conduit à la mise au point d'un moteur sans carburant. Richard Clem affirme que le moteur ne nécessite pas de carburant, mais seulement une vidange d'huile tous les 250 000 km. Une grande entreprise d'extraction de charbon lui offre un soutien financier et signe un contrat pour la vente du moteur. Peu de temps après avoir signé les documents, Richard Clem est décédé d'une crise cardiaque. Pourquoi l'entreprise d'extraction de charbon s'intéressait-elle à son moteur? Si elle n'avait pas acheté le brevet du moteur sans carburant de Clem, le monde n'aurait plus besoin alors non seulement de carburant, c'est-à-dire de moteur conventionnel, mais aussi du carburant lui-même, charbon, pétrole, gaz, y compris de la compagnie d'extraction de charbon elle-même. Albert Victor Józefowicz Wojnik, 1919-1996, docteur en sciences techniques, professeur, membre correspondant de l'Académie des sciences de la République socialiste soviétique de Biélorussie. Il est connu dans le monde entier comme l'un des fondateurs de la théorie du transfert de chaleur et de masse et de la thermophysique des processus de fonderie. Son analyse approfondie des fondements de la thermodynamique traditionnelle et ses nombreuses expériences ont abouti à la création de la thermodynamique des processus réels. La nouvelle thermodynamique a permis de jeter un nouveau regard sur l'axiomatique et a prouvé la fausseté des lois fondamentales de la théorie de la relativité d'Einstein. Les travaux de Wojnik dans le domaine du mouvement sans support auraient pu mettre fin à toutes les technologies des carburants. Il écrit : « Je sais que de nombreux enthousiastes essaient de créer une propulsion sans support, capable de voler, de faire tourner toutes sortes de corps, s'ingénient à donner à leurs astucieux appareils les mouvements les plus complexes, et ainsi de suite, afin de contourner les lois de la mécanique de Newton. Des instituts entiers sont engagés dans cette entreprise. Mais je dois contrarier tous ces enthousiastes à la fois, il est en principe impossible de tromper la mécanique de Newton. Il n'y a qu'une seule façon d'obtenir ce que l'on veut, c'est d'influencer le cours du temps, Dieu n'a pas prévu d'autre moyen. » Wojnik a résumé ses idées dans le livre « La thermodynamique technique et les bases du transfert de chaleur ». Au cours de l'été 1968, la célèbre troisième édition du livre de Wojnik, Thermodynamique, est apparue sur les étagères des magasins, dans laquelle est énoncée l'idée de l'existence de formes élémentaires de mouvement de la matière, considérées comme des particules élémentaires, des briques, de mouvement. La mafia scientifique s'empare des ouvrages de Wojnik. En particulier, Éloge de l'entropie, où il expose ironiquement la théorie de la relativité d'Einstein, et Théorie du mouvement, qui expose une nouvelle théorie. Ces ouvrages sont retirés des imprimeries et ils sont détruits. Quant à sa thermodynamique, elle a été retirée des librairies et brûlée sur un bûcher. Dans une lettre adressée au journal Komsomolskaya Pravda, Wojnik écrit : « Je souhaite attirer l'attention des rédacteurs et des lecteurs sur le fait que l'existence de vitesses supraluminiques et la non-constance de la vitesse de la lumière dans le vide est un fait scientifique fermement établi. Cela réfute le mythe d'Einstein sur la limite et la constance de la vitesse de la lumière. » L'éventail de ses intérêts scientifiques était extrêmement large, allant des procédés de fonderie aux bases de l'espace et du temps, jusqu'aux problèmes de relation entre la science et la religion. C'était un scientifique penseur, une personnalité brillante et extraordinaire, qui a laissé un bon souvenir de lui-même. Les défenseurs du modèle standard et les orthodoxes similaires méprisent férocement la théorie de Wojnik. L'absurdité de la situation est que Wojnik a été soumis à des évaluations psychiatriques. Wojnik a décrit les événements de mars 1973 comme suit. Une fois, c'était le 20 mars 1973, ils ont même brûlé mon atelier de laboratoire. Et les organes du parti, bien que je ne sois pas membre du parti, m'ont désigné comme coupable, car on ne cherche pas les coupables mais on les désigne, et ils m'ont condamné à payer une pension pour réparer les locaux incendiés. Extrait d'une lettre de Wojnik à Smirnov. D'après mes listes, vous ne connaissez pas le livre de la douleur, je vous l'envoie. Peut-être qu'un jour il sera demandé, mais maintenant il est à vous. Il est en grande partie autobiographique.
C'est pourquoi, lorsque je l'ai montré pour la première fois à Alma-Ata, naïvement loin de Minsk, l'effet a été le suivant: si je le montre à quelqu'un d'autre, je serai comme ce poète, je crois, Nekrasov, qui a été étalé sur 15 mètres à Paris par le pare-choc d'une voiture, ou comme le pilote qui a détourné un MiG vers le Japon, il a été étalé sur 25 mètres au Brésil. Je serai étalé sur 50 mètres. Après cela, je suis rentré chez moi, j'ai pris toutes mes économies et j'ai fait des dizaines de photocopies chez mes amis, à Kona, j'ai voyagé dans des villes, et je les ai données à différentes personnes, afin qu'il y ait une trace différente. Je suis tombé, dès mes premiers pas à Alma-Ata, sur une personne qui convient. Ensuite, et avant cela, ils m'ont suivi partout, me promettant que je mourrais dans 2 mois. Mes spécimens se sont multipliés comme des mouches drosophiles, il y en a maintenant des centaines. Le 24 novembre 1996, à 6 heures du matin, Venik se rendait à la liturgie. Sur la place Oktyabrskyaya, à Minsk, il est renversé par une voiture privée. Une seconde voiture privée est venue compléter la tragédie. Il semblerait que les faits confirment la nature accidentelle de l'incident, mais, un mois avant sa mort, Venik a été victime d'une tentative d'assassinat dans des circonstances similaires. Une voiture a délibérément tenté de le renverser. Par miracle, il s'est arrêté, et la voiture a fait une embardée vers lui, le heurtant légèrement. Venik, Papouchin, Filimonenko, ceux que nous avons cités ici, ne sont qu'une petite partie des scientifiques que nous connaissons. Et combien de génies, qui auraient pu apporter de grands bienfaits à l'humanité, ont tout simplement disparu sans jamais apparaître dans les pages de la presse. Le format de consommation a désespérément résisté au désir de l'humanité de connaître librement la vérité, balayant sur son passage les personnalités les plus brillantes. Les inventeurs créent un prototype, le font breveter, s'annoncent dans la presse, puis la technologie disparaît mystérieusement quelque part, avec seulement quelques rapports occasionnels crédibles, sur la façon dont cela s'est produit. Comment ces technologies émergentes sont clôturées? Cela se passe comme suit: un appel téléphonique, des jeunes hommes apparaissent, pas toujours en costume noir, parfois en costume gris, toujours bien habillés, très polis, et avec des expressions faciales très sérieuses. Ensuite, les inventeurs, les développeurs, se voient proposer des offres qu'ils ne peuvent généralement pas refuser. Dans de très rares cas, lorsque l'inventeur a beaucoup de chance, il reçoit un virement sur son compte d'une somme plus ou moins ronde de l'ordre, disons, d'1 million de dollars. Ce sont les cas les plus rares. Dans la plupart des cas, les offres sont moins alléchantes et beaucoup moins agréables. Il s'agit de menaces à l'encontre de la famille, de menaces à l'encontre de la personne elle-même, ou tout simplement, de la signature de certains documents, après quoi le travail lui échappe à jamais, et il se tait à jamais. Je ne citerai pas tous ces noms, car la liste, croyez-moi, est très longue. J'ai même reçu des rapports confidentiels selon lesquels, en parlant de ces technologies, vous risquez en fait beaucoup. Cela a été dit par des personnes directement impliquées dans ces mêmes services secrets. Nous constatons l'arrêt du progrès non seulement dans le domaine de la science, mais aussi dans celui de l'art. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les gens modernes ont cessé de rêver, de voler dans l'espace, de visiter d'autres mondes, de voyager dans le temps, de faire des découvertes révolutionnaires, d'avoir un avenir heureux pour l'humanité dans une société d'harmonie et de création. Aujourd'hui, la culture de masse fonctionne principalement avec des histoires négatives et destructrices, nous programmant pour le résultat attendu par les pouvoirs en place. À votre avis, qu'attendent-ils et pourquoi agissent-ils ainsi? Mais cela ne s'arrête pas à la culture de masse. Dans le format de la consommation, tous les moyens sont bons. Virus, guerre, famine, un schéma de fonctionnement, après la mise en œuvre duquel c'est non seulement la vie des gens qui est détruite, mais aussi les technologies qui donnent vie et liberté.
Cela les a arrêtés, bien sûr. De nombreux développements scientifiques ont été stoppés net. À 100%. Tout en particulier n'a pas seulement pu disparaître, mais a certainement disparu. Pourquoi exactement? Qui est un ingénieur? Qui est un inventeur? C'est soit un type solitaire, soit un groupe de 2 ou 3 personnes. Et souvent, seul l'un d'entre eux sait quelque chose. Lorsque des millions de garçons sont enrôlés dans l'armée et qu'ils meurent, ce ne sont pas seulement des cadavres d'hommes qui gisent sur le champ de bataille. Pensons-y. Sur le champ de bataille se trouvent des coffres-forts remplis d'argent que personne ne pourra plus jamais gagner. Il y a des découvertes géniales, des inventions scientifiques fondamentales, il y a des traités philosophiques et des œuvres artistiques absolument extraordinaires que personne n'écrira, ni réalisera. Et la Première Guerre mondiale a entraîné la mort d'un très grand nombre de jeunes hommes. Je sais que les féministes vont m'engueuler pour avoir dit cela, mais les jeunes hommes sont le réservoir génétique de l'avenir de l'humanité. Et les hommes d'âge moyen, et les hommes âgés, sont ceux qui facilitent les percées. Un inventeur, un scientifique, doit être élevé pendant longtemps. Rappelez-vous, dans « Les vaisseaux des étoiles » d'Efremov, un endroit extraordinaire, où un vieux scientifique trouve un char, dans lequel son élève est mort, et en extrait un dossier contenant des calculs et des dessins uniques et étonnants. Le garçon les a emportés avec lui au front, et n'en est pas revenu. C'est un conte, une science-fiction, une œuvre de fiction. Mais derrière de telles œuvres, il y a la réalité. La mort d'un inventeur n'est pas un conte de fées. Et pas seulement au front. Il n'y a pas de quoi le payer. Nous faisons un travail important. Nous sommes en train de vaincre ce maudit ennemi. Et toi, tu demandes de l'argent pour des bêtises. Regarde-toi. Va balayer les rues, aide les défenseurs de la patrie. Et la personne meurt de faim. Ou arrête des recherches intéressantes et importantes. Cela se produit à chaque étape de n'importe quelle guerre. Et les guerres du passé n'ont pas été menées avec autant d'intensité et de cruauté. Elles n'impliquaient pas autant de personnes. Mais à partir de la guerre franco-prussienne, et plus encore à partir de la Première Guerre mondiale, elles l'ont fait. Des centaines de milliers et des millions de jeunes hommes. Un ralentissement dramatique de l'économie. De toute l'économie. Avec toutes ses conséquences. Et tout cela se produit avec notre consentement tacite. Outre les guerres, notre refus d'apprendre de nouvelles choses, le syndrome de l'impuissance apprise, l'omniscience, la paresse, la cupidité, la psychologie et la pensée d'esclave. Tout cela explique pourquoi l'être humain ne se développe pas, mais se dégrade dans le format consumériste de la société. Comme nous le voyons, le mal est en chacun de nous. Nous rejetons la responsabilité sur le gouvernement, nous accusons les politiciens, n'importe qui. Mais nous ne sommes pas intéressés par le développement de technologies qui nous libéreraient. Comme on dit, dans le processus de recherche d'ennemis, l'essentiel est de ne pas tomber sur nous-mêmes. Car chacun d'entre nous a des attitudes qui l'arrêtent et l'empêchent d'avancer dans son développement. Et c'est simple. La responsabilité incombe à chacun d'entre nous, notre avenir ne dépend d'aucune autorité. Les nôtres ne nous sauveront pas, parce que les nôtres, c'est nous. Et c'est à nous de décider de notre avenir. Не по воле своей родившийся в мире смерти и лживых грез. Кто ты в клетке, птенец забившийся, столько горя познал и слез. Для кого ты живешь, чем ты дышишь, сколько ценных лет и минут продавал себя в рабство, слышишь, демчьих лапа, пряники кнут. Посмотри на себя, что видишь ты, это то, о чем ты мечтал. Человек в суете обыденной, не растратил ли ты свой потенциал? Забылась ли сладость свободы в паутине дешевых понтов? Научилась любить ли сердце в пустоте бесконечных снов? Сбрось оковы циничного общества, вспомни, кто ты, в чем твоя цель. Пока есть в тебе проблеск достоинства, пробуди, чтоб не жил в тебе эль.
Каждый чувствует что-то не то, мы застряли в этом аду. Мы своими руками создали его, могли бы жить в райском саду. Потеряв человечность, потеряли себя. И последние 6000 лет разрушаем, страдаем, душу губя в тьме невежества, пряча рассвет. Не по воле своей родившийся в мире смерти и лживых грез. Кто ты в клетке, птенец забившийся, столько горя познал и слез. Что создали мы доброго, нужного для себя, для родных, для детей, для убийства людей равнодушного. Технологии служат теперь. То, что жизнь облегчила бы нам, подарила б тепло, свет и уют. Уничтожено, спрятано, брошено в самом же кости. Одни отдают, мы воюем за эти подачки. Элиты друг друга готовы сожрать, но пока еще совесть внутри не молчит. Мы спокойно не можем спать. Человек, не туши в себе искру души, сохрани, приумножь ты это так. И таких же, как ты, согреть поспеши, и любовью своей освети земной шар. В резонансе звучит единство сердец, пусть добро порождает добро. И отбросив все вместе страдания, венец усмирим мы планеты ядро. И пускай мы пока незначительны в бесконечности звездных систем, как-то вместе мы все ослепительны, по отдельности нет нас совсем. Мы построим единый свободный мир, мы достигнем вселенной границ. Пригласим анунаков на дружбы пир, на планету, где нет хмурых лиц. Без вранья, без зла, без жестокости, в равноправии, знании и любви. Больше света освоим мы скорости, и счастье вспыхнет у всех внутри. Получать сможем из репликаторов все, что нужно для наших тел. В нашем мире не будет диктаторов, станет прошлым рабов удел. Правда станет нашим законом, а награда и Божья любовь. И уже не забудем, кто мы, если ты человек готов. Если ты человек готов. Если ты человек готов. Если ты человек готов. Voilà à quoi ressemble notre présent. Imaginez maintenant ce que sera notre avenir lorsque les technologies de pointe seront introduites dans la vie de tous les jours. À l'avenir, nous découvrirons de plus en plus de capacités inhérentes à l'être humain. Imaginez que nous soyons capables de nous téléporter en n'importe quel point de l'univers. Et nous pourrons maîtriser non seulement la télékinésie, mais aussi le pouvoir de la pensée dans toutes ses manifestations. Imaginez que le thème de l'énergie libre ne soit pas quelque chose de surnaturel et d'irréel. Aujourd'hui déjà, certains inventeurs font fonctionner des générateurs sans combustible. Et à l'avenir, il y aura des générateurs sans combustible, non seulement dans chaque production, mais aussi dans chaque maison et dans chaque voiture. L'une des questions les plus fréquentes que l'on me pose est la suivante. Andrei, dis-moi, où sont toutes ces technologies non combustibles? Combien y en a-t-il? Pourquoi ne tracent-elles pas leur propre chemin? Après tout, si elles apparaissent à l'horizon, les entreprises s'en emparent immédiatement. Vous savez, mes amis, le nombre de ces technologies, selon le compendium de Patrick Kelly, est d'environ 160. Il faut tenir compte du fait que le recueil de Kelly couvre une période d'environ 20 ans, c'est-à-dire la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Il est donc loin d'être complet. De plus, ces technologies peuvent être divisées en plusieurs groupes, l'utilisation des forces centrifuges, l'utilisation de l'énergie électrique, magnétique ou gravitationnelle. Tout ce que vous voulez. En fait, il est assez difficile de les structurer, même en raison de leur grande diversité. Et toute cette variété est apparue, en un laps de temps, pas si grand que ça. Pour l'essentiel, elles sont apparues dans la seconde moitié du XXe siècle, mais leur destin a plus ou moins toutes, et plus ou moins le même. Tout d'abord, tous ces dispositifs se caractérisent par le fait que, je veux dire non seulement l'énergie, non seulement le mouvement, parce qu'il y a toute une gamme de technologies, y compris en médecine, y compris en sciences des matériaux, il est possible de changer les matériaux. Donc, lorsqu'il y a des années, nous vivions encore tous ensemble en Union soviétique, un travail colossal a été réalisé, en Ukraine, sur l'étude de nouvelles méthodes en métallurgie, changer les propriétés des métaux, sous l'influence des générateurs de champs de torsion, en particulier à Lviv. Des résultats colossaux ont été obtenus. Par exemple, un métal fondu a été exposé pendant plusieurs minutes à un générateur de champs de torsion, et la structure du métal a changé.
Tout cela a été confirmé dans de nombreux endroits et, aujourd'hui, en Russie, c'est confirmé partout. Il y a tous les documents, tout est là, mais les technologies ne sont pas mises en œuvre. Il est possible, c'est possible de produire du métal de bonne qualité à des coûts relativement bas. Mais c'est toujours à la même place pour les mêmes raisons pour lesquelles nous n'avons pas de nouvelles sources d'énergie, que nous ne développons pas de nouveaux moyens de transport d'un nouveau type qui peuvent voler dans l'espace sans moteur à réaction. De tels dispositifs existent déjà. Le fait que nous voyons chaque jour plusieurs objets volants non identifiés dans tous les pays n'est pas surprenant. Apparemment, il y a des êtres conscients qui l'utilisent depuis longtemps et qui le savent. Mais nous ne l'obtenons pas, l'impression que des méchants nous empêchent de la mettre en œuvre sur Terre. Car nous dépendons beaucoup de l'énergie. Eh bien, dites-moi, les prix de l'énergie augmentent très rapidement en Russie et dans le monde entier. Et comment une personne ordinaire peut payer pour toutes ces ressources énergétiques? Elle doit travailler dur. C'est pourquoi cela rendra certainement les gens libres. Une personne libre aura plus de possibilités de vivre une vie normale, d'utiliser son temps pour des choses plus utiles, comme les loisirs, le tourisme, de se fournir et de fournir à sa famille les ressources nécessaires. Si les gens commencent à faire des choses, c'est-à-dire s'ils arrêtent de s'occuper de l'argent, et s'ils développent la science, les connaissances dès le stade de développement post-technologique, leur vie deviendra merveilleuse. Car beaucoup de choses peuvent changer à ce niveau. Il est difficile d'en parler maintenant, mais, en principe, l'être humain pourra tout faire, parce que eh bien, nous ne savons pas encore ce qu'est l'existence en dehors des systèmes métriques, comment cela se passe et ce qui se passera. En d'autres termes, l'être humain y deviendra, on peut dire, omnipotent et pourra presque tout faire. Les patrons et les maîtres seront abolis, les gens vivront en collectivité et accompliront différentes tâches pour assurer la vie quotidienne et la suite du développement de l'esprit, à la recherche de la poursuite du développement de la civilisation humaine, de l'esprit humain. La partie matérielle sera entièrement assurée et, par conséquent, le développement prendra de nouvelles directions très intéressantes. En d'autres termes, nous nous débarrasserons de ce que les gens recherchent aujourd'hui, uniquement de l'argent. Les intérêts et les recherches seront beaucoup plus vastes, intéressants et efficaces. Naturellement, une personne qui naît, cherche à faire quelque chose, elle réfléchit. Et si ses besoins matériels sont satisfaits, pour ainsi dire, elle ne s'occupe que de ce qui est le plus proche d'elle, de ce qui l'intéresse. Eh bien, vous savez, tout d'abord, nous obtiendrons la liberté, nous serons à l'abri du besoin, nous aurons des opportunités pour le développement de chacun et nous nous libérerons du plus puissant levier de contrôle et de coercition, qui est la manipulation des ressources énergétiques rares.
Avec la liberté énergétique, nous commencerons à vivre une nouvelle vie. Nous aurons des opportunités non seulement pour la prospérité économique, mais en particulier pour la conquête du système solaire, et de telles opportunités et technologies sont déjà disponibles aujourd'hui. Je dirais même plus, il existe déjà plusieurs entreprises qui ont amené leurs dispositifs au niveau de l'utilisation commerciale et qui n'attendent que l'occasion de pouvoir produire de l'électricité propre, sans émissions nocives, sans radiation, absolument sans combustible. Par centaines de watts, voire par térawatts. En outre, il existe des technologies qui permettent de fournir à chaque foyer une source d'électricité compacte qui peut tenir, grosso modo, dans votre prise de courant, et enfin il y a des technologies qui vous permettront tout simplement de voler vers Mars, en une semaine, et pas en aller simple comme Elon Musk, mais en aller-retour. À ce stade de son développement, l'humanité ne s'est pas encore libérée de son héritage animal. Alors que nous menons des guerres et produisons des armes de plus en plus destructrices, il est peu probable que nous ayons accès à une connaissance approfondie des énergies alternatives, ce qui est pour nous une aubaine. Nous ne mettons pas un outil dangereux entre les mains de nos enfants avant qu'ils ne soient suffisamment grands et conscients pour s'en servir utilement et sans se faire du mal. Dans un sens, l'espèce humaine est encore un enfant inconscient et les forces démiurgiques nous protègent d'un dommage irréparable pour nous-mêmes et pour la planète. Avant de pouvoir travailler avec des énergies aussi puissantes et potentiellement dangereuses, nous devons, au moins, apprendre à vivre en paix les uns avec les autres. Une fois de plus, la science se développe à une vitesse fulgurante, un peu plus et elle franchira les lignes rouges qui ont été tracées il y a 100 ans. En ce moment, c'est la même histoire qui se répète, celle qui a stoppé le progrès au début du XXe siècle, suivant un schéma bien rodé depuis longtemps, épidémie, guerre, famine. Aujourd'hui, rares sont ceux qui considèrent ces trois phénomènes comme l'arme la plus efficace de ceux qui recherchent le pouvoir total. Cette triade est présente dans l'histoire depuis des temps très anciens. Elle est toujours utilisée pour briser la volonté des gens, imposer des valeurs qui leur sont étrangères, détruire des nations entières et manipuler des millions de personnes. Le prophète n'a jamais mené de guerre de conquête. Cependant, immédiatement après son départ, les premiers califes, Abu Bakr et Umar, ont commencé à utiliser l'islam pour créer un empire. Abu Bakr et Umar ont lancé des guerres de conquête sanglantes. Les vrais musulmans, fidèles au prophète Mohammed, ceux qui avaient consacré leur vie au service d'Allah, étaient très mécontents des actions des nouveaux califes. À cette époque, une épidémie de peste se déclara. Elle commença dans le district d'Amwa, près de Jérusalem, puis se répandit dans toute la Palestine et la Syrie. Dans le camp militaire de la petite ville d'Amwa, en 639, il ne restait plus que 4000 des 24 000 soldats musulmans. Pratiquement tous les hauts gradés de l'armée, qui connaissaient le Coran et avaient combattu aux côtés du prophète lui-même, étaient morts. La peste a anéanti tous ceux qui étaient porteurs de l'idée et de la connaissance. Umar, qui avait trahi les préceptes du prophète, eut ainsi l'occasion de placer à la tête de l'armée les personnes dont il avait besoin. Immédiatement après la peste, une famine créée artificiellement a commencé. En raison de la sécheresse, il y avait un réel problème de récolte, mais Umar a interdit de faire des provisions et a distribué lui-même la nourriture apportée par les caravanes. Il comprenait et savait clairement ce qu'il faisait pour affamer le peuple, après la guerre, afin que les gens ne pensent plus qu'à un morceau de pain plutôt qu'à la vérité. Umar a éliminé la plupart des gens qui pouvaient résister, et a brisé les autres. Il s'agissait d'un acte idéologique. Umar et ses compagnons ont changé la vision du monde d'un grand nombre de personnes. Nous en voyons encore les conséquences aujourd'hui. Pendant la Première Guerre mondiale, une épidémie d'une mystérieuse grippe,
appelée grippe espagnole, a tué environ 100 millions de personnes. Ce chiffre dépasse les pertes des 2 guerres mondiales. Au bout de 2 ou 3 ans, la grippe espagnole a disparu, et l'on n'a jamais trouvé la source de la grippe. Mais il ne fait aucun doute que la Première Guerre mondiale a joué un rôle majeur dans la propagation et l'évolution du virus. Il est bien connu des médecins que pendant la guerre, les soldats sont plus nombreux à mourir de maladies que sur le champ de bataille. En effet, la guerre, mais aussi les mouvements de troupes et de civils qui l'accompagnent, favorisent la propagation des épidémies. Une famine massive s'ensuivit. 100 ans après la fin de l'épidémie de grippe la plus meurtrière de l'histoire, la grippe espagnole, l'humanité est à nouveau confrontée à une menace virale de haute tension. Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, déclare une pandémie mondiale causée par une nouvelle souche de coronavirus, le Covid-19. Selon les estimations prudentes de l'OMS, la maladie a tué au moins 20 millions de personnes dans le monde depuis le début de l'attaque du coronavirus. Des millions de personnes ont souffert et continuent d'être tourmentées par le syndrome post-coronavirus et de l'exacerbation des maladies chroniques déclenchées par le coronavirus. À l'heure actuelle, les médias préparent délibérément l'humanité à la famine qui s'annonce. Les résultats de l'utilisation de la sinistre triade, épidémie, guerre, famine, sont toujours les mêmes: appauvrissement, perte massive, peur des gens pour leur vie, et asservissement de toute l'humanité à un petit nombre. Nous assistons actuellement au déroulement de la deuxième phase de ce schéma dans les réalités actuelles. Lorsqu'elle sera terminée, les vis seront à nouveau serrées, à un nouveau niveau de haute technologie. Certains d'entre vous diront peut-être que nous sommes passés par là, et qu'il faut donc recommencer. Il y a un problème dans toute cette histoire: les habitants de la planète Terre n'ont plus de temps pour la réalisation actuelle de la triade, épidémie, guerre, famine. Ce sera le point final pour nous. Il sera mis par le climat. Pour passer à l'étape suivante du développement, l'humanité doit devenir libre. Seule la science libre d'une humanité unie peut arrêter les cataclysmes. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous de jouer. Nous avons la solution pour en sortir. La société créatrice. Ce modèle permet à l'humanité d'évoluer dans son développement, tant sur le plan technologique que spirituel. La société créatrice. C'est un format qui éveille la foi en soi, affirme la sécurité de la vie pour tous, assure l'égalité, la justice et un avenir digne à chaque personne sur notre planète et à la civilisation humaine dans son ensemble. Depuis plusieurs années, nous informons au sujet de la société créatrice. La question la plus fréquente que nous entendons est la suivante. Comment sera ma vie dans la société créatrice? Mes amis, il est temps de répondre à cette question qui nous concerne tous. Installez-vous confortablement. Nous vous invitons dans un monde merveilleux où la chose la plus précieuse est la vie humaine. Votre vie. Les conditions de vie, le quotidien. Dès la période de transition du format consumériste de la société vers le format créateur, chaque personne disposera immédiatement d'un logement d'une superficie minimale de 60 mètres carrés, lui permettant de vivre confortablement. Si vous avez une famille de 5 personnes, vous vivrez dans une maison ou un appartement de 300 mètres carrés. Ce logement sera votre propriété. Il n'est pas soumis à l'impôt ni aux factures de services publics. Au fur et à mesure que votre famille s'agrandit, l'espace de vie s'agrandit. Un paradis pour les consommateurs sera créé, disponibilité de temps libre, d'argent, d'une variété de produits de qualité et abordables. Et ce, dès la période de transition entre la société de consommation et la société créatrice. La liberté financière.
l'individu devient financièrement indépendant dès sa naissance. Dès le premier jour de la période de transition vers la société créatrice, toutes les hypothèques et tous les prêts seront radiés. Il n'y aura plus d'inflation. Les prix d'un même produit, ou d'un même service, seront les mêmes partout dans le monde. Plus aucun impôt pour les petites et moyennes entreprises. Plus aucun impôt pour les particuliers. Vous recevrez un revenu de base inconditionnel équivalent à 10 000 $ par mois. Vous n'aurez plus besoin de travailler pour avoir un toit et nourrir votre famille. Vous serez toujours sûr de votre avenir dans la société créatrice. Vous voulez plus d'argent? Vous pouvez travailler en faisant ce que vous aimez. Seulement 4 heures par jour, 4 jours par semaine. Avec au moins 2 mois de vacances par an. Vous voulez travailler encore plus dur, parce que vous êtes heureux de faire un travail qui profite à la société. Je vous en prie. Vous êtes toujours libre de choisir. Tous les travaux pénibles, dangereux, nuisibles et monotones seront effectués par des robots et des systèmes automatisés. L'humain n'est pas un esclave qui travaille du matin au soir pour un sou. Vous aurez du temps pour vous. Vous pourrez faire des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Passez du temps avec les personnes que vous aimez. Vous engager dans l'auto-développement, la créativité. Voyager dans tous les coins de la planète, sans visa, ni restriction. Dans la société créatrice, chaque jour de la vie n'apporte que joie et plaisir. L'écologie. La production ne produira plus de déchets, et sera totalement respectueuse de l'environnement. Il n'y aura plus besoin de pesticides ni de produits chimiques pour cultiver les aliments. Vous aurez toujours sur votre table des aliments délicieux, sains et variés. Vous pourrez profiter d'un air pur et frais partout où vous irez. Boire une eau cristalline pleine de micro-éléments et de minéraux nutritifs. Dans la société créatrice, nous restaurerons l'écosystème de la planète et nous pourrons admirer la pureté des océans et la beauté des forêts vierges. La société créatrice est un monde d'harmonie et de beauté. La médecine. La santé absolue de chaque personne est l'un des objectifs prioritaires de la société créatrice. Dès le début de la période de transition, la médecine sera gratuite pour tous. Les médecins seront payés pour les patients en bonne santé. Le patient ne sera plus considéré comme un client rentable. Chaque centre médical sera équipé d'une intelligence artificielle qui intégrera l'expérience de tous les meilleurs médecins du monde dans l'histoire de l'humanité. L'approche même de la médecine va changer, elle sera à 90% préventive. Et tout cela viendra tout de suite en période de transition. Dans la société créatrice, les nouvelles technologies permettront à l'humanité de ne jamais tomber malade. Chacun aura la possibilité d'augmenter considérablement sa durée de vie. Le développement de ces technologies existe déjà aujourd'hui, mais le format consumériste les rend inaccessibles pour nous. Un simple appareil installé dans votre cabine de douche scanne votre corps et ajuste votre apparence en fonction de vos souhaits. Vous serez vraiment en bonne santé gratuitement. L'éducation. Vous méritez une éducation décente, de qualité et gratuite. Vous aimez apprendre? Dans la société créatrice, vous pouvez suivre autant d'études que vous le souhaitez. Et vous n'aurez pas à vous soucier de gagner votre vie, car vous bénéficierez d'un revenu de base inconditionnel. Dès les premiers jours de la transition vers la société créatrice, vous pourrez facilement acquérir une nouvelle profession si vous le souhaitez. L'intelligence artificielle créera pour vous un programme d'éducation adaptatif en fonction de vos caractéristiques individuelles. Vous pourrez étudier à n'importe quel coin du monde aux horaires confortables pour vous. Société créatrice est un monde de personnalités instruites et bien équilibrées dans leur développement.
La liberté. Les gens décideront eux-mêmes des règles et des lois à suivre, et leurs décisions seront mises en œuvre par le biais d'un vote sur une plateforme unique. La valeur la plus élevée est la vie humaine. Tout sera construit autour de cette base fondamentale. Les médias du monde entier ne seront plus entre les mains de particuliers, mais appartiendront à la société dans son ensemble. Cela signifie qu'ils ne pourront plus manipuler l'opinion publique pour le profit de quelques-uns. Les médias vont informer, éclairer et inspirer les gens de manière véridique et holistique. La sécurité. Dès la période de transition entre la société de consommation et la société créatrice, le sort des personnes ne dépendra plus des décisions prises par quelques-uns, et de ce que les détenteurs du pouvoir peuvent convenir entre eux. La société créera des conditions dans lesquelles les guerres, les meurtres, les vols, l'esclavage, la traite des êtres humains et le trafic de drogue seront impossibles. La criminalité disparaîtra complètement. Les technologies les plus récentes seront introduites partout, ce qui aidera le service de sécurité unique à travailler de manière proactive, à prévenir les accidents et les crimes. Vous pourrez laisser votre enfant aller à l'école ou dans la rue en toute confiance et sérénité. Que vous rentriez chez vous le soir, que vous vous promeniez dans un parc ou que vous alliez à un concert, vous serez protégé à tout moment de la journée. Le principal danger, la menace d'une catastrophe climatique mondiale, sera résolue. L'humanité ne sera plus jamais menacée par des cataclysmes climatiques ni par des guerres. Dans la société créatrice, vous et vos proches serez en sécurité partout sur la planète. Vous obtiendrez tout cela dès les premiers jours de la transition. Et déjà dans la société créatrice, grâce à une technologie telle que le réplicateur, vous pourrez obtenir tout ce dont vous avez besoin, de la nourriture, des vêtements, des articles ménagers et bien plus encore. Aussi fantastique que cela puisse paraître, la plupart des technologies dont nous parlons existent déjà, mais leur application dans la société de consommation est impossible. À partir de la période de transition, la science et la technologie viseront à améliorer la qualité de la vie humaine. La vie ne doit apporter que joie et plaisir. L'absurdité consiste à ce qu'alors que nous avons la possibilité de vivre dans une société créatrice, nous continuons à soutenir le format de consommation. Nous pouvons construire la société créatrice pacifiquement, sans lutte ni confrontation, dans les plus brefs délais. Il n'y aura plus de révolution, à l'exception des révolutions scientifiques et technologiques, qui seront un phénomène constant et naturel dans la société créatrice. Faites part de cette perspective à votre famille, à vos amis, à vos voisins et à vos connaissances. Expliquez-leur à quel point il est bénéfique et agréable pour eux d'avoir une société créatrice. Vous et moi, nous vivons une époque extraordinaire, où il est possible, en peu de temps, de passer du système d'esclavage du format de consommation au monde libre et sûr de la société créatrice. C'est à vous de décider. Si vous voulez vivre ce genre de vie, soutenez la société créatrice et faites passer le message.